Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de la CAN avec au programme les deux derniers quarts de finale qui se sont tenus ce samedi. On connaît tous les demi-finalistes désormais de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte sera bien au rendez-vous de ce dernier quart et après avoir battu le tenant du titre, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, impressionnant face à l'Algérie. Avec nous, comme tous les soirs pour en parler, nos consultants Hervé Kouamouo et Xavier Barret. Bonsoir. Bonsoir Elliot. Merci d'être avec nous. On va débriefer évidemment ces deux quarts de finale. Regardez d'abord ce tableau avec donc ces deux énormes chocs en demi-finale. Les deux matchs qui auront lieu mercredi avec d'abord le Sénégal face à l'Égypte et dans la foulée le pays hôte, le Maroc, qui aura fort à faire face au Nigeria. On va longuement parler de ces deux quarts de finale du jour. On va débuter avec le match qui vient de se terminer, Égypte-Côte d'Ivoire. L'Égypte qui s'est donc imposée au terme d'un match très spectaculaire. Les Pharaons qui ont ouvert la marque très rapidement dès la 4e minute de jeu grâce à Marmouche avant de doubler la mise. C'était à la 32e minute sur une tête de Rami Rabia sur corner. Les éléphants n'ont rien lâché. Une réduction du score sur un but contre son camp de Fatou. L'Égypte a de nouveau creusé l'écart au retour des vestiaires grâce à Mohamed Salah, son 4e but dans cette CAN avant une nouvelle réduction du score ivoirienne sur corner signée Guéladoué, insuffisant néanmoins pour les tenants du titre ivoiriens qui s'inclinent donc 3-2. Victoire donc des Pharaons égyptiens qui retrouvent les demi-finales. Une équipe d'Égypte assez incroyable d'efficacité, 3 premiers tirs cadrés et 3 buts pour aller donc se qualifier. Oui, c'est une caricature même du jeu égyptien. C'est à moins de 30% de possession de balle. On laisse le jeu à l'adversaire, mais à chaque erreur, elle a piqué. Donc la défense ivoirienne a fait les deux premières erreurs en première mi-temps. Ça a été tout de suite corrigé. Et donc, oui, c'est une Égypte chirurgicale, clinique. Voilà, c'est malheureusement pour les Ivoiriens, c'est tout ce qu'il y avait. Mais quand on a des grands joueurs devant, comme Machour, qui sont capables de convertir la moindre hésitation. Cette petite hésitation de Cotonou, il prend le devant, il prend le dessus. Et derrière, une fois qu'il est face au but, c'est fini. Et voilà, donc, ouais, efficace. Aussi un sélectionneur qui a fait des choix. Il a régulièrement changé son équipe. Et là, il avait titularisé Emma Machour, qui est un petit joueur très prometteur. Bon, il a quand même 27 ans, mais qui était titulaire au premier match et qu'il a sorti de l'équipe. Il faut rappeler que c'est un joueur qui a été blessé lors du Mondial des clubs, qui a manqué pratiquement tout le reste, toute la deuxième partie de saison, qui est revenu assez tardivement de blessure. Il manquait de rythme et là, il a pris le risque de l'aligner. Probablement, il lui avait laissé le temps de se reconstruire un petit peu en ne l'utilisant pas ou peu lors des précédents matchs. Et donc, c'est lui qui se révèle très influent puisqu'il fait deux passes décisives sur les 3 buts. Donc, Osama Hassan a aussi les qualités, on le sait, c'est un ancien très grand joueur, mais il a aussi les qualités de technicien, de stratège, pour justement utiliser tout son effectif, la largeur de son effectif, en fonction des adversaires. Et puis l'Égypte qui a su parfaitement rentrer dans cette rencontre, qui a eu une première demi-heure parfaite avec ses 2 buts. Oui, la réussite, en fait, c'est vrai que pour l'équipe égyptienne, c'était le scénario parfait. Un but très tôt dans la partie et un deuxième. En réalité, c'est sur le contenu du match. Ils n'ont pas montré... Ils ont surtout montré de la maîtrise parce que c'était une équipe qui était bien en place, vraiment difficile à bouger. On a bien vu que les Ivoiriens, malgré le fait qu'ils avaient le ballon pendant toute la première mi-temps, n'ont pas du tout été dangereux. Et ensuite... ils ont profité vraiment de chaque occasion sur laquelle ils pouvaient faire une différence. Je trouve que c'est cette façon de jouer dans ce faux rythme-là, de récupérer avec un bloc qui n'est jamais très bas, qui est plutôt médian. Mais dès la récupération, ça se projette très vite. Et puis effectivement, avec des individualités qui permettent d'avoir des résultats. Et là, effectivement, comme on a dit, 100% de réussite. Je crois que la première mi-temps, c'est 4 tirs cadrés, 3 tirs cadrés, 2 buts. Ouais, et après 4 tirs 3 cadrés, 3 buts, mais premier mi-temps 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc en fait, en réalité, ils ont su trouver les ressources et frapper juste. Et avec des stars qui répondent présents. On pense bien sûr à Mohamed Salah, une nouvelle fois buteur, son 4e but, et Omar Marmouche. On ne l'avait pas vu marquer depuis le premier match.
qui lui aussi a répondu présent. Oui, les grands joueurs qui, en plus, dans ce système un peu renforcé aujourd'hui, étaient plus libres au niveau offensif. Puisqu'avec 2 attaquants, en fait, il y avait Omar Marmouche et Mo Salah. D'habitude, il joue plutôt avec 3 attaquants. Il les a laissés sur le banc. Trezeguet qui était blessé. Mostafa Mohamed, l'avancante de Nantes, qui est rentré qu'en toute fin de match. Et donc, le système un peu plus défensif, mais avec des attaquants plus libres des tâches offensives. Donc plus lucide au moment du dernier geste, et ça a été le cas d'Omar Marmouche comme de Mo Salah. Et l'arrivée, c'est que cette équipe d'Égypte, avec un réalisme implacable, est dans le dernier carré. Et la Côte d'Ivoire, qui pourtant a eu un nombre incalculable d'offensives, je crois une cinquantaine, on n'a pas tous le dernier chiffre. Ils étaient à plus de 40 à un quart d'heure de la fin. Donc la Côte d'Ivoire a tout essayé, mais elle s'est heurtée à un mur. Et là aussi, un vrai bloc bas, oui, mais c'est 2 lignes. Là, il y a aussi le fait que ce mur, il n'est pas composé avec des briques qu'on assemble par hasard. 3 de ces 4 joueurs évoluaient ensemble au Ali. Rami Rabia, qui n'était pas titulaire lors de la première en début de compétition, c'est un élément d'expérience. Il a déjà 32 ans, mais il l'a préféré à Oussama Abdelmajid pour la suite de la compétition parce que c'est un ancien du Ali. Il joue aux Émirats maintenant, mais du coup, les automatismes se créent parfaitement avec les anciens coéquipiers. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, tellement l'habitude de jouer ensemble que, en fait, cette équipe d'Égypte, c'est le Ali plus 2 ou 3 autres éléments qui évoluent soit à Liverpool, soit à Manchester City. Donc c'est une équipe qui est très homogène et qui est très très bien rodée pour les grands rendez-vous. Oui, elle s'est fait le dos rond quand elle mène au score. Effectivement, c'était impressionnant de voir ces 2 lignes, une de 6, une de 4, qui attendaient la Côte d'Ivoire et sur laquelle les Ivoiriens ont buté longtemps. Après, une fois qu'ils ont inscrit le 3e but, ça s'est un peu distendu et à 3-2, il y a eu peut-être un espoir de faire quelque chose, mais malgré tout, c'est resté une équipe très solide. Réaction trop tardive des Ivoiriens, du tenant du titre? Trop tardive. Non, ils ont été piégés par une équipe plus maligne. Moi, je trouve que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a fait un jeu extrêmement séduisant. Elle a joué l'attaque avec des jeunes. Le groupe, justement, n'était pas sclérosé. Même si Emers Faye n'a peut-être pas pu renouveler complètement comme il le voulait, il a quand même intégré beaucoup de jeunes. Il a gardé que 12 champions d'Afrique sortants dans sa liste. Donc il en a renouvelé plus de la moitié. Mais donc cette équipe jouait bien, elle allait de l'avant. Je pense qu'elle pêche un peu par la qualité de ses avant-centres. D'ailleurs, il en a utilisé 4 différents au cours du tournoi. C'est donc qu'il a, au niveau des... Vous l'avez très justement dit, Elliot, au niveau des attaquants, l'Égypte, c'est Mo Salah, Liverpool et Omar Marmouche, Manchester City. En Côte d'Ivoire, il y a des très bons attaquants, mais ils sont un cran en dessous. Les avant-centres, notamment Jean-Philippe Crasso au Paris Football Club, on voit bien qu'il a du mal en Ligue 1. Donc on est très loin des avant-centres niveau Ligue des Champions. Oui, c'est sûr que la Côte d'Ivoire a aussi péché par inexpérience. Je trouve que c'est ça un peu l'inconvénient de modifier l'équipe. L'équipe s'est fait manger, surtout en première mi-temps. Après, elle a montré des capacités mentales impressionnantes parce que revenir à chaque fois au score, ne jamais lâcher. Parce qu'à 2-0, moi je pensais que c'était terminé. Ils sont revenus à 2-1. 3-1, on était tous à se dire, allez, c'est fini, il n'y aura plus de match. Mais ils sont revenus à 3-2 et on a eu le sentiment qu'ils pouvaient revenir à 3-3. C'est vrai qu'il y a eu un moment où l'Égypte s'est un peu laissé d'espace, mais cette équipe a toujours essayé de jouer, comme disait Xavier, a toujours proposé, mais malheureusement a été punie par des fautes individuelles, inacceptables à ce niveau. C'est pas par hasard qu'on parle souvent des remontadas, parce que c'est assez exceptionnel dans le football. Alors, il y en a eu un peu plus ces dernières années, surtout il y en a eu des plus spectaculaires, parce qu'il y a beaucoup de buts, effectivement, avec l'arbitrage plus rigoureux maintenant. Effectivement, les attaquants ont plus de champ libre. Mais en général, celui qui marque en premier, il a un avantage déterminant dans le football, surtout quand c'est des équipes qui sont très proches l'une de l'autre. Et là, l'Égypte a su parfaitement le faire. Ils ont mené 1-0, puis 2-0, puis 3-1. Donc à chaque fois, ils avaient de la marge pour se replier, laisser venir l'adversaire et exploiter les espaces en contre. Et on aura donc en demi-finale Mohamed Salah d'un côté, Sadio Mané de l'autre, qui vont donc se retrouver une nouvelle fois pour une demi-finale de rêve en quelque sorte.
Oui, c'est le thriller in Manila, comme les boxeurs. C'est vrai que c'est la troisième fois entre la finale de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2002, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2022. Donc c'est une autre occasion pour Mo Salah c'est la première occasion pour lui de gagner pour la première fois parce qu'il a perdu. Il l'a jamais gagné. Oui, il a perdu les 2 fois et puis il n'a pas gagné la CAN. Donc c'est l'occasion pour lui de la gagner. J'ai pas envie de dire la dernière occasion parce que ces joueurs ont maintenant une vie internationale tellement longue qu'il peut être encore là en 2027-2028. Donc, mais c'est vrai que c'est l'occasion pour lui de montrer, d'inscrire son nom de gagner un grand titre avec son équipe nationale. Bon, là, avec 4 buts, je pense qu'il montre qu'il en a envie. Allez, on passe à l'autre quart de finale de cette journée. C'était un peu plus tôt. Le Nigeria qui s'est très logiquement qualifié en éliminant l'Algérie. Victoire 2-0 pour les Super Eagles qui ont accéléré dès le retour des vestiaires. L'ouverture du score signé Victor Osimhen, impérial durant cette rencontre. L'attaquant de Galatasaray qui inscrit son 4e but dans cette CAN de la tête. Osimhen, buteur, puis passeur 10 minutes plus tard pour servir Akor Adams. 2-0, score final. On va prendre tout de suite la direction de Marrakech où a eu lieu cette rencontre pour retrouver notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Vous avez assisté à ce match. Le Nigeria impressionnant des Super Eagles, tout simplement beaucoup trop fort pour les Fennecs dans cette rencontre. Effectivement, on aurait même dit qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes qui n'ont pas du tout évolué au même niveau. Est-ce que l'Algérie a fait un mauvais match ? C'est possible, mais c'est surtout dû, cette défaite, à cause de la prestation des Nigérians qui ont été largement dominateurs dans tous les aspects du jeu, que ce soit physique, technique, au niveau de l'ambition, tout simplement. De toute façon, on peut résumer la prestation de l'Algérie aux statistiques. Plus de 60% de possession de balles pour les Nigérians. 0 frappe cadrée du côté des Algériens dans cette rencontre. Sans frappe cadrée, pas d'occasion de but, pas d'occasion, pas de but. Voilà comment les Algériens ont été impuissants durant toute cette rencontre. L'attaque algérienne qu'on avait vue plutôt efficace depuis le début du tournoi, plutôt entreprenante cette fois-ci, elle a été muselée totalement par la défense des Nigérians. Je pense à Riyad Mahrez, transparent, Mohamed Amoura également, qu'on avait vu beaucoup très actif depuis le début du tournoi. Cette fois-ci, il a été muselé. Il y a eu l'impact physique clairement. Il y avait un déficit physique entre les deux équipes qui était assez impressionnant à voir et les Nigérians ont pu maîtriser ces Algériens, s'installer dans le camp des Algériens et vu les occasions se multiplier puisque le match s'est terminé à 2-0, mais clairement le Nigeria aurait pu mettre le double de buts. Je pense aux occasions en première période d'Akor Adams seul face au gardien qui envoie le ballon dans les nuages, le sauvetage sur la ligne de Rémi Bensebaini et même en deuxième période Akor Adams qui a touché le poteau également, il a quand même marqué un but, mais les Nigérians qui auraient avec un peu plus d'efficacité auraient pu se mettre à l'abri un peu plus tôt dans ce match, même s'ils n'ont pas vraiment tremblé en fin de rencontre malgré les changements du côté algérien qui n'ont eu aucun impact. 2-0 c'est largement mérité, la qualification aussi, même si en discutant avec les confrères algériens, et je suis sûr que vous allez en parler en plateau, est-ce que le résultat aurait été différent s'il y avait eu un penalty en première période pour l'Algérie? Et je pense à la main de Junior Ajayi, le défenseur nigérian qui a clairement touché le ballon de la main. L'arbitre n'a pas été consulté. Enfin, l'arbitre ne l'a sûrement pas vu, mais n'a pas été appelé par la VAR. Est-ce que ça aurait changé le scénario de cette rencontre? Au vu du contenu, peut-être pas, mais les Algériens, eux, n'en démordent pas. Ils auraient mérité un penalty à 0-0. Merci beaucoup Cédric, restez bien sûr avec nous. Évidemment, il parlait de cette main, mais les Super Eagles, ils ont tout de même pris le contrôle du match d'entrée de jeu. Ils n'ont jamais laissé respirer cette équipe des Fennecs. Moi, j'étais surpris qu'ils soient encore à 0-0 à la mi-temps, parce que franchement, le Nigeria était tellement supérieur dans tous les domaines, avec athlétique, dans la vitesse d'exécution, ils occupaient le terrain. J'ai pas reconnu cette équipe d'Algérie qui avait été plutôt intéressante lors des tours précédents et qui là s'est fait manger complètement. Alors effectivement, il y a cette polémique autour de la main, mais sur l'ensemble du match, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Le Nigeria était nettement supérieur et le Nigeria mérite d'être dans ce dernier carré, assurément. Cédric parlait d'une classe d'écart.
C'est votre sentiment? Oui, c'est ce sentiment que j'avais eu aujourd'hui, c'est que les Nigérians, ils ont étouffé les Algériens. Il y a eu un pressing très haut, un contre-pressing dès la perte du ballon. Les 3 attaquants ont beaucoup pressé. Ils n'ont pas laissé à l'Algérie le temps de se préparer. Donc très vite, ils étaient sur les ballons et une fois qu'ils avaient le ballon, rapidement, ils se projetaient vers l'avant. Donc ce que je disais tout à l'heure, je serais intéressé de voir le nombre de courses à haute intensité nigérienne parce que ça allait vraiment, ça allait vite, ça combinait vite, ça jouait très vite vers l'avant. Aussi, maintenant, on est habitué, mais Adams et Lookman, aujourd'hui, se sont mis aussi au niveau. Ça, vraiment, là-dessus, il y avait vraiment une classe, une différence physique, parce que j'avais le sentiment qu'ils rendaient facilement 5 cm de moyenne, quelques kilos aussi. Et c'est aussi la question à se poser, parce qu'on parle de la main, mais pour moi, la question, c'est est-ce qu'on peut gagner une Coupe d'Afrique des Nations sans un avant-centre ? Vraiment un avant-centre à l'ancienne. Parce que le choix de l'Algérie depuis les quarts de finale de jouer sans vrai avant-centre avec Maza en faux neuf, est-ce que c'est vrai que cette volonté de contrôler le jeu correspond vraiment à cette compétition où il y a de l'impact physique, où il y a de la détermination, où il y a beaucoup de courses, même si elles sont souvent échevelées. Donc voilà, c'était... Après, c'est un dispositif tactique qui leur avait permis d'arriver jusque-là. Enfin, pas tous les matchs d'ailleurs, parce qu'ils ont souvent mis Bounedjah aussi titulaire. Et là, il est rentré peut-être un peu tard. Il y a différentes options tactiques, mais je crois surtout la différence, et c'est quand même une leçon qui va amener d'autres débats, Elliot. Vous avez l'Algérie qui a éliminé les Léopards du Congo sans qu'il y ait grand-chose à dire, et l'Algérie se fait sortir par le Nigeria, et lors des barrages de la Coupe du Monde, le Nigeria s'est fait éliminer par les Léopards du Congo. Et le Nigeria, donc il y a quelque chose d'un peu illogique dans toute cette affaire. Le Nigeria, on le rappelle, et le Nigeria, voilà, le Nigeria du monde. Peut-être, on saura dans quelques jours, la meilleure équipe africaine ne sera pas à la Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de l'organisation des compétitions et des éliminatoires en Afrique. Et une attaque toujours aussi efficace. 14 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour le Nigeria, avec un homme toujours aussi redoutable. C'est bien sûr Victor Osimhen, impérial dans cette rencontre. Victor Osimhen qui s'est exprimé à l'issue de ce match. Il évoque notamment sa confiance actuelle. Écoutez. J'ai l'impression d'être beaucoup plus en confiance dans ma manière de jouer, avec l'aide de mes coéquipiers. Ce n'est pas une question de marquer des buts, ce n'est pas une question de passes décisives. Il s'agit d'aller gagner pour l'équipe et je pense qu'on est sur le bon chemin. Entre la dernière CAN et celle-ci, j'ai beaucoup progressé en tant que joueur et en tant qu'homme. La confiance est là et donc j'essaye de faire ma part du travail pour aider l'équipe. Cédric Ferreira, vous êtes toujours avec nous. On va se tourner vers Cédric qui a suivi ce match, qui a pu voir évoluer Victor Osimhen. On sent un joueur arriver peut-être à maturité, en tout cas déterminé à porter son équipe pour aller gagner sa première Coupe d'Afrique des Nations et répondre à chaque fois présent. Voir Victor Osimhen évoluer avec le Nigeria, c'est un véritable régal. La grande différence avec la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où on peut déjà dire qu'il évoluait à ce niveau, il n'avait marqué qu'un but lors de la dernière campagne du Nigeria qui s'était achevée avec une défaite en finale face à la Côte d'Ivoire, mais il avait déjà été remarqué, comme l'avait dit Hervé Kouammo en plateau à l'instant, par ses courses à haute intensité, par ce pressing incessant qui faisait beaucoup de bien à son équipe. Il continue sur ce registre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, il est beaucoup plus efficace. Déjà 4 buts marqués pour Victor Osimhen, même passeur décisif d'ailleurs aujourd'hui face à l'Algérie. Et c'est vrai que ce travail de pressing qui harcèle les défenses a été clairement très précieux aujourd'hui pour le Nigeria. Il a constamment gêné la relance algérienne. L'Algérie qui jusqu'ici avait plutôt à affronter des adversaires abordable, qui pouvait déployer son jeu. Cette fois, contre le Nigeria, c'était impossible. Et c'était dû en grande partie, encore une fois, à Victor Osimhen, qui n'a pas ménagé ses efforts, qui a constamment gêné cette défense algérienne, bien aidé par ses coéquipiers en attaque, Ademola Lookman et Akor Adams. D'ailleurs, le trio infernal du Nigeria avant, il y a 2 ans, c'était déjà Ademola Lookman et Victor Osimhen avec Moses Simon, qui aujourd'hui est remplaçant. Il a été remplacé
par accord Adams. Osimhen, qu'on avait vu plutôt en colère lors du match précédent, lors du Mozambique, où il y a eu cette altercation assez surréaliste avec Ademola Lookman, où il reprochait à son coéquipier de ne pas être assez collectif. Une brouille qui finalement a été mise de côté, puisque les deux joueurs ont joué ensemble aujourd'hui sans aucun problème. Mais Osimhen, il faut savoir que c'est un joueur très exigeant qui joue toujours à fond. Il exige ce même niveau d'exigence de la part de ses coéquipiers. Quand ça ne se passe pas bien, ça peut parfois monter très vite dans les tours. Là, la chose est revenue à la normale. Le Nigeria est qualifié pour les demi-finales et Osimhen est le deuxième meilleur buteur de cette CAN pour le moment. Un but de moins que Brahim Diaz. Mais peut-être qu'il va revenir à égalité lors du prochain match qui s'annonce, ce choc contre le Maroc mercredi. Absolument, ce sera donc Brahim Diaz face à Victor Osimhen. On le sent, Victor Osimhen en pleine confiance et qui met aussi en confiance ses coéquipiers, notamment dans cette attaque nigériane. Oui, c'est le leader de cette équipe du Nigeria. Pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, le Nigeria éliminé par les Léopards du Congo, Osimhen avait dû sortir blessé en cours de match. Et forcément, il avait beaucoup manqué sur la fin de match lors de ce tour de barrage. Il y a quand même un élément qui est intéressant dans la façon dont est entouré Osimhen dans cette équipe du Nigeria par rapport à ce qui se passait il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, c'était un entraîneur portugais qui était arrivé un peu au dernier moment, donc il avait verrouillé l'affaire. Il y avait 5, 2, 3 et souvent ça balançait beaucoup vers les attaquants. Donc le fameux trio dont parlait Cédric Ferreira, à savoir Ademola Lookman, Victor Osimhen et Moses Simon. Et ils se débrouillaient parce qu'ils avaient du talent et ils sont allés jusqu'en finale. Là, c'est beaucoup plus cohérent. Il n'y a que 4 défenseurs. Il y a un milieu omniprésent qui vient soutenir ses attaquants. Ils étouffent l'adversaire. Et c'est vrai que le Maroc va avoir, à mon avis, une demi-finale hyper compliquée. Oui, c'est vrai que Osimhen est leader parce que sur sa passe, la passe du deuxième but, il peut aller chercher lui-même le but, mais il fait vraiment l'effort de faire la passe à Adams, ça lui permet d'avoir son deuxième but, ça lui permet aussi quelque part de répondre à Lookman en disant voilà, le foot c'est un sport collectif, et c'est vrai que c'est un danger permanent pour les équipes en face. Maintenant, c'est vrai que si on est objectif, la blessure du capitaine Didi peut être importante pour le match contre le Maroc. Cédric Ferreira, évidemment, on en parle déjà de ce match entre le pays hôte, le Maroc et le Nigeria. Dans quel état d'esprit sont les supporters marocains que vous avez croisés avant cette demi-finale? Redoutent-ils cette équipe du Nigeria? Les avis sont partagés du côté des supporters marocains. Ils redoutaient surtout un choc face à l'Algérie en raison du caractère sentimental qui lie le Maroc à l'Algérie et ses supporters. Certains d'entre eux étaient déçus de ne pas affronter l'Algérie, d'autres étaient plutôt satisfaits d'affronter le Nigeria, non pas parce qu'ils avaient peur des Nigérians, mais parce que ça leur évitait d'avoir le cœur un peu partagé en deux entre le Maroc et l'Algérie. Globalement, les Marocains n'ont pas franchement peur des Nigérians, puisqu'il y a eu un vrai déclic après cette victoire contre le Cameroun. Avant d'affronter les Lions indomptables, il y avait beaucoup de stress chez les joueurs, mais surtout chez les supporters marocains. Le fait d'avoir réussi ce test contre le Cameroun leur a donné beaucoup de confiance. Aujourd'hui, que ce soit le Nigeria ou une autre équipe, ça ne fait pas vraiment trembler les supporters marocains qui sont persuadés de voir les Lions de l'Atlas désormais aller jusqu'au bout de l'aventure, peu importe l'adversaire. Merci beaucoup Cédric Ferreira, on va suivre évidemment ça de très près. Jusque-là, le Maroc... Ça arrange tout le monde qu'il n'y ait pas de Maroc-Algérie, je crois. Pas que les Marocains. Il y en avait qui voulaient un affrontement, qui voulaient voir cet affrontement. Je crois que ça arrange vraiment tout le monde. Même la Confédération africaine. Je crois que ça arrange tout le monde. Il faut rappeler qu'il y a quand même ces 2 pays qui n'ont pas de relations diplomatiques. Donc c'était plus qu'un match. Voilà, je pense que ça arrange tout le monde. Et en revanche, le fait que ce soit le Nigeria, c'est pas forcément effectivement une crainte pour le Maroc, parce qu'ils viennent de sortir le Cameroun, qui a des qualités athlétiques semblables, donc ce genre d'équipe qu'ils arrivent à peu près à maîtriser maintenant, à part que le Nigeria, vous l'avez souligné tout à l'heure, Elliot, a Victor Osimhen, et que le Cameroun a des bons attaquants, mais n'a pas d'attaquant de ce Oui, mais puis, attention, le Nigeria, contrairement au Cameroun, c'est vrai que les 2 équipes ont une capacité à verticaliser le jeu, mais le Nigeria a beaucoup plus de talent individuel que le Cameroun. Le Nigeria est capable de faire le jeu, ce que le Cameroun n'était pas capable de faire. Et bon, après, c'est vrai que là, sur une demi-finale, après quasiment 1 mois de compétition, le premier but aura beaucoup d'importance, et ça serait intéressant de voir, je pense, les coups de pied arrêtés, forcément, et puis comment les sélectionneurs vont se neutraliser l'un l'autre. La pression d'une demi-finale pour
pour les Marocains. Cette pression populaire, elle pourra peut-être jouer dans un match où cette fois-ci, ils ne sont pas les grands favoris comme ça a été le cas sur de très nombreux matchs. Ils sont quand même attendus Évidemment. sur la plus haute marche du podium. Évidemment. Donc là, la marche est un peu plus difficile, mais c'est normal, on est en demi-finale. Donc oui, je pense que s'ils ne vont pas en finale, il y aura une énorme déception. Maintenant, si vous n'allez pas en finale contre ce Nigeria-là, c'est sûr que déjà, il faudra voir la tournure des événements, comment se déroule le match. Mais c'est sûr que ce sera moins contrariant que si c'était face à l'Algérie. Oui, c'est sûr que mais il ne faut pas oublier qu'au Maroc, ils attendent rien de moins qu'une victoire. Après, le Nigeria, c'est quand même 17 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une équipe qui est habituée à ce niveau de la compétition. Il était finaliste d'ailleurs. La dernière fois. La dernière fois, oui, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une équipe qui n'a que la Coupe d'Afrique des Nations pour sauver sa saison, puisqu'elle ne sera pas, malheureusement, la Coupe du Monde. Ce qui est dramatique, parce que quand on voit le niveau qu'ils ont, ils n'auraient même pas dû être en barrage, ils auraient dû être qualifiés directement. Donc oui, c'est un gros morceau qui attend le Maroc, mais le Maroc n'est pas le premier pays africain au classement FIFA pour rien. Donc on espère une belle demi-finale. Et bien sûr, à ça, évidemment, rendez-vous mercredi. On le rappelle, c'est 2 demi-finales. D'abord, il y aura donc le Sénégal face à l'Égypte. Et puis ensuite, donc, ce choc entre le pays hôte, le Maroc et le Nigeria. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour débriefer, évidemment, ces 2 quarts de finale du jour. C'est la fin de cette émission. L'information continue sur France 24.